Salut à tous, soyez les bienvenus sur Maritima TV. Vous avez manqué l'actualité de ce mois de février, eh bien qu'à cela ne tienne. Voici de quoi justement faire une session de rattrapage avec, vous le savez désormais, chaque mois, notre rétrospective de l'info. Alors là, on va vous emmener du côté du Vieux-Port à Marseille pour revenir sur une opération de sensibilisation au gaz hilarant. On parlera aussi centre de vaccination et puis les travaux qui ont démarré pour rénover Notre-Dame de la Garde. À Istres, invasion des chenilles processionnaires, on va y revenir aussi. Opération d'ératisation à Martigues, bye bye les cheminées de Ponto et puis une tournée culturelle avec pas mal d'animations, visite du musée Ziem à Martigues, inauguration de la petite galerie Cézanne à Aix ou encore festival du jeu à Istres, Japan Expo dans la cité phocéenne, sans compter l'avant-première à plan de campagne de Mercato avec Jamel Debbouze et puis les joueurs de l'OM, les 3 nouvelles recrues en dédicace. Ça a rencontré beaucoup de succès aux terrasses du port à Marseille. Mais tout de suite, on va commencer avec une excellente nouvelle. Si vous prenez les transports en commun, ce sera bientôt gratuit pour tous sur la métropole Aix-Marseille. Voici la rétro. L'annonce de la gratuité des transports pour les moins de 10 ans et les plus de 65 ans est bien accueillie par les habitants de Marseille. Ah ben c'est une très bonne chose. C'est normal, je pense, parce que c'est des personnes qui sont souvent à la retraite et les transports sont trop chers pour ces personnes. Je trouve tout à fait normal, voilà. Les anciens, on marche moins bien et moins longtemps que les jeunes, qu'on n'a pas tendance à prendre la trottinette, c'est dangereux. Le vélo, on fait attention. Les transports en commun, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça va quand même aller en faveur du pouvoir d'achat des gens qui seront concernés. Puis ça va inciter aussi à utiliser les transports en commun dans une ville qui est embouteillée où l'utilisation de la voiture est compliquée quand même. Selon Martine Vassal, présidente du département et de la métropole Aix-Marseille, 540 000 seniors et 200 000 jeunes pourraient bénéficier de ce dispositif. Cela représente près de 4 habitants sur 10 dans la métropole. Mais pour Nicolas Hu, président du comité des usagers des transports marseillais, l'âge ne devrait pas être le principal critère. Nous, on appelle à ce que les personnes principalement concernées par cette gratuité des transports soient les personnes qui en aient le plus besoin en termes de ressources et en termes de pouvoir d'achat, des étudiants jeunes actifs aux plus âgés qui ont des faibles pensions, des faibles taux de retraite pour bon nombre d'entre eux. Cette offre débuterait au mois de septembre. Cela coûterait 10 millions d'euros par an à la métropole. Ce partenariat est un gros plus côté sécurité pour le maire de la commune, Mario Martinet. Par exemple, s'il y a une délinquance qui est réalisée sur la commune de Berre-l'Étang, que ces délinquants ne vont pas obligatoirement rester sur la commune, ils vont partir sur le territoire. Par ce biais-là, on va pouvoir suivre d'ici, de Marseille, le chemin de ces délinquants et les arrêter. Et les arrestations, ça passe par une meilleure coordination entre les acteurs du territoire. Pierre-Édouard Colliex, préfet de police des Bouches-du-Rhône. L'idée, c'est pas d'éloigner la sécurité de Berre-l'Étang, mais c'est de permettre au contraire d'avoir une coordination parfaite entre les actions de la police municipale de Berre-l'Étang, des gendarmes locaux, et aussi surtout des renforts dont on peut avoir besoin. Pourtant, certains se passeraient bien aussi de toutes ces caméras perçues comme une atteinte à la vie privée. Le général Constant Kélus, chef des gendarmes du département, se veut rassurant sur la question. Il y a un certain nombre de propriétés privées qui sont floutées. Les visages des gens, à un moment donné, n'apparaîtront pas. Donc, bien sûr, tout ça est parfaitement encadré. Et chacun des opérateurs a parfaitement conscience qu'il agit et qu'il évolue dans un domaine extrêmement sensible. Ce nouveau dispositif sera déclenché, par exemple, le 14 mars prochain à Berre-l'Étang. Ce jour-là, c'est l'arrivée de l'une des étapes de la course cycliste du Paris-Nice. Un événement sous haute surveillance, donc. Il est 8h10 ce matin. Dans le calme, un petit groupe de parents descend vers le portail de l'école Simone Toulouse. L'objectif est clair, se faire entendre et obtenir des explications. On est en colère contre l'administration, déjà l'administration. Et ensuite, c'est une colère naturelle contre les parents du petit. Alors on aimerait savoir ce qui s'est passé réellement, pourquoi ça s'est passé.
que ça se reproduise plus jamais surtout. Notre fille n'est pas directement concernée, mais elle est forcément indirectement concernée, donc on est là pour comprendre ce qui s'est passé, savoir comment c'est fait en plus produire et surtout qu'est-ce qui va être fait pour que ça n'arrive plus. Et voilà, et se joindre à la cause globale parce que pour nous c'est un problème collectif, donc c'est important que tous les parents soient solidaires. Ils sont une vingtaine à manifester sous les yeux des autres parents qui suivent avec intérêt ce qu'il se passe dans l'établissement, mais ne cautionnent pas forcément la méthode. On jette le dévolu sur un gamin de 5-6 ans, c'est ça non, je crois, dans le truc, et qu'on est en train d'en faire un peu du cyberharcèlement par rapport à ce môme et à sa famille, et finalement sur des dires d'enfants. Donc je pense il est urgent de laisser les autorités faire leur enquête, je pense, mais derrière, je comprends pas trop l'histoire en fait. Je pense surtout qu'on devrait arrêter d'harceler ce petit garçon, quoi, pour l'instant. 8h45, alors que la grille commence à se refermer, les parents attendent un mot de la directrice qui ne sort pas. C'est la goutte d'eau pour le groupe de parents qui force le passage. Non, mais Madame Putero, on a besoin de vous parler, ça. Par contre, on va rentrer. Non, on peut pas rentrer. Alors écoutez-moi, Face au mutisme de la direction, les parents décident d'appeler le maire qui va accepter de les recevoir. Pendant plus d'une demi-heure, 4 parents vont échanger avec lui. Il s'est dit qu'ils allaient nous soutenir et élaborer un plan pour peut-être des mesures. Il y avait beaucoup d'hypothèses, mais bon, le maire nous a garanti qu'il allait avoir en tout cas du changement et peut-être du personnel supplémentaire, mais en tout cas qu'il allait agir. Voilà. Vous vous sentez satisfait, rassuré de cet entretien ? Est-ce qu'on sort, on est mitigé, on est rassuré par les mots du maire, maintenant il faut de l'action. Pour le moment, une seule action concrète a été prise. Les toilettes sous le préau, identifiées comme lieu où se déroulent les actes d'agression sexuelle présumés, ont été interdites d'accès grâce à une grande planche de bois. Les parents qui refusent de remettre leur enfant à l'école seront reçus à 15h30 demain par l'inspecteur de l'Éducation nationale. Entre midi et 2, pas de policiers dans Noailles, mais pas non plus de vendeurs à la sauvette visibles. Le quartier semble plus apaisé et ça se ressent chez les commerçants. Ouais, c'est bien, c'est calme maintenant, c'est mieux qu'avant. Il y a de sécurité, ça va. La police travaille son travail, c'est bien. Surtout pour les gens qui font les drogues et tout, c'est ça le problème. Et avec les couteaux et tout, les agressions, c'est ça les problèmes. Les vendeurs, ils viennent plus depuis longtemps ? Oui, depuis longtemps, ils ne viennent plus, oui. C'est bien nettoyé. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de vendeurs à la sauvette, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de plus de vol. Des fois, les clients rentrent ici, ils nous disent ça va. Au moins, on respire un peu. Ce gérant connaît Noailles depuis 33 ans. Il a vu le centre de Marseille évoluer dans le mauvais sens. Je me rappelle les années 90, c'était mieux ici. Les gens ne viennent plus à cause de vol, à cause d'agression, à cause de la bagarre, à cause de... Des fois, les vendeurs à la sauvette, ils mettent la bombe Kilimanjaro, et qu'ils se bagarrent entre eux, ils mettent la bombe Kilimanjaro. Il y a des bébés, il y a des femmes enceintes, il y a des personnes âgées. Et voilà, ça c'est pas bien. La plupart des commerçants nous ont confié redouter la fin des passages réguliers de la police et le retour des vendeurs à la sauvette. Du côté de la ville, on annonce une opération qui se poursuivra le temps qu'il faudra. Je prenais beaucoup de risques par rapport à ces ballons. Et au jour d'aujourd'hui, j'en suis sorti et j'en suis le plus heureux. Kader, ancien consommateur de protoxyde d'azote, témoigne sur ce stand de prévention des graves conséquences du gaz hilarant qui lui a causé une neuropathie sévère. Je souffre, je regrette. Mais quand je me réveille le matin, je mets à peu près entre 15 à 20 minutes par jour pour me mettre debout. Dans les journées, quand je marche beaucoup, je suis hyper fatigué. Je tiens pas l'équilibre. J'ai plus de souffle. Quelques dizaines de curieux ont échangé avec les agents de la police municipale ce mardi au Vieux-Port de Marseille autour d'un quiz avec un lot à gagner. Je connais ce que c'est pour la cuisine, on va dire, mais je ne savais pas que les jeunes ils le prenaient comme produit dangereux, quoi, et je ne savais pas qu'ils faisaient ça les jeunes. La brigade de prévention intervient également dans les établissements scolaires, constatant que le gaz hilarant touche surtout les jeunes. Une réalité de terrain confirmée par Frédéric, responsable de la prévention à la police municipale. Sur le terrain, il y a énormément de jeunes. Un peu un phénomène de mode, un phénomène de tarif aussi par rapport à d'autres stupéfiants. Après, quand ils sont euphorisés, ils jettent les ballons, ils jettent les petites bonbonnes initialement donc à Chantilly.
à même le sol et ça c'est pas biodégradable. Donc en plus de l'impact sur la santé, il y a un impact environnemental aussi. La ville veut étendre ce dispositif à tous les quartiers de Marseille. Prochaine action, le 15 avril, de nouveau au Vieux-Port. Donc aujourd'hui, là, le vaccin qu'on va vous proposer aujourd'hui, déjà, c'est le vaccin du tétanos, qui est le plus important qu'on doit vous faire aujourd'hui, déjà pour mettre à jour votre vaccination. Arrivé en France il y a 25 ans, ce patient n'a jamais eu de suivi régulier de son parcours vaccinal malgré son diabète, comme nous l'explique Stéphane Toiti, médecin généraliste au centre de vaccinations internationales de la ville de Marseille. Un patient effectivement qui avait une fragilité de santé, qui nécessitait effectivement un rappel vaccinal et une mise à jour d'autres vaccins qu'on ne pouvait pas faire nous aujourd'hui sur l'action, parce qu'on n'avait pas à disposition ces vaccins-là, mais le vaccin en question qu'on lui a fait effectivement était nécessaire pour lui. Ce jeudi, 4 spécialistes interviennent au centre d'hébergement de l'Armée du Salut dans le 3e. Depuis 2024, le centre de vaccinations internationales a touché 1300 personnes, dont 272 vaccinées, en intervenant aussi dans des foyers, dans des accueils de jour et auprès des demandeurs d'asile. Pour Elisabeth Créance, l'essentiel reste de sensibiliser tous les publics. On intervient dans des régies de quartier aussi. On intervient dans les collèges pour la campagne du coup papillomavirus pour les élèves de 5e. On propose aussi à ce moment-là le rattrapage vaccinal. C'est la 6e intervention de l'année 2025. Pour la mairie centrale de Marseille, l'objectif est de toucher les quartiers en désert médical et de rassurer un public méfiant depuis la crise du Covid, comme l'explique Michel Rubirola, adjointe en charge de la santé publique. Des populations qui ont perdu la confiance, qui restent chez eux. Et en fait, même si on mettait un centre de vaccination en bas des tours, ils ne descendaient pas forcément. Donc les médiateurs, ils allaient taper aux portes et ils allaient vacciner à l'intérieur. Malheureusement, on a tellement dressé des murs entre les gens qu'il faut que vraiment on aille abattre ces murs pour retrouver les gens, retrouver la cohésion sociale. Pour les équipes du centre de vaccination, le dispositif du jour est une réussite avec 21 vaccins administrés. Jamal Abdourahmane avec ses 10 collègues refont l'extérieur de la cité Clovis-Hugues dans le 3e arrondissement de Marseille. Peinture et nettoyage, je touche à 1050. Jardinage, entretien, petits travaux d'embellissement du quartier. Avec 1050 € net pour 20 heures sur chantier et 6 heures d'accompagnement, Mona Aïcha Ali, 48 ans, se relance après 2 ans sans emploi. Hier, j'ai fait un atelier et j'ai pris beaucoup de choses que je ne savais pas, comme dans le bulletin des salaires. Je ne savais pas qu'est-ce qui se passe. L'argent que j'ai eu, ou le brut, le net, je ne savais pas comment ça se passe. En partenariat avec 13 Habitats, 11 associations organisent ces ateliers et chantiers d'insertion qui accompagnent des personnes issues des quartiers prioritaires vers l'emploi. La régie Service Nord Littoral, dirigée par Kamel Dachar, fait partie de ces associations et nous présente les résultats de réussite pour ces travailleurs. En termes de sortie, il y a 90% de nos salariés sont formés, mais l'essentiel pour nous, c'est ceux qui trouvent de l'emploi. Et pour la moitié, on peut trouver un emploi soit durable, soit de transition, ce qu'on appelle transition, en intérim, soit des CDD. Ce dispositif ne se limite pas à Marseille. 13 Habitats pilote ce projet dans le cadre des nouveaux contrats Engagement Quartier 2030 avec des chantiers déployés dans 50 résidences des quartiers prioritaires des Bouches-du-Rhône, comme nous l'explique Nora Preciosi, présidente de 13 Habitats. On a 17 chantiers sur tout le département. Alors ça part de Marseille jusqu'à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Port-de-Bouc, Martigues, on en a de partout, puis on en a à Marseille, dans le 3e, dans le 13e, dans le 14e, dans le 15e, un peu de partout. Parce qu'il faut l'enveloppe, il faut qu'elle soit élargie. Les ateliers chantiers d'insertion créent 110 emplois en temps plein par an. 13 Habitats finance ce dispositif à hauteur d'1 million d'euros par an. Les réseaux d'égouts sont très vieillissants et très abîmés, les rats sont remontés. Et il y a des gros dégâts sur la voirie, sur les bâtiments et les rats ont infesté tout le quartier en fait. Le constat de Jérôme Guillemin, gérant de la société Furax, est sans appel. À l'aide d'une vingtaine de furets, uniquement des femelles, et de plusieurs chiens, il dératise en douceur mais efficacement. J'utilise aucun poison dans mes méthodes de dératisation.
On se sert des animaux pour chasser, on peut faire du piégeage aussi la nuit. Et on va chercher des problèmes à la source en fait pour empêcher en gros les rats de ressortir des réseaux et pour régler le problème sur le long terme. Pour rappel, si les rats sortent hors des souterrains, c'est parce qu'ils y trouvent facilement de quoi se nourrir. L'occasion pour Marceline Zéphir, conseillère municipale déléguée au centre-ville, de rappeler les règles du bien vivre ensemble. C'est sortir des poubelles aux heures en soirée entre 19 et 21 heures et pas le week-end. Et donc si on veut les sortir à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, il y a les containers enterrés et il faut juste appuyer sur l'ouverture et mettre la poubelle dedans. Si on respecte ça, bien évidemment, les rats vont ne pas trouver à manger, donc ne vont pas prospérer. On a eu des cas de leptospirose, de maladies dues aux infections de rats, donc ça commence à devenir assez grave. Parallèlement, la ville a aussi entrepris des rencontres avec la métropole Aix-Marseille-Provence afin que cette dernière démarre des travaux de modernisation des réseaux souterrains dont elle a la responsabilité, réseaux souterrains vieillissants, source de prolifération des rats. Je me demande si les gens qui sont au Sénat, qui présentent ce genre de test de loi, sont intelligents. Devant le pot qui contient ses dernières récoltes de miel annuelles, François Moreau, le président de la Société régionale d'apiculture des Bouches-du-Rhône, a du mal à contenir sa colère. On voit très bien que la biodiversité se casse la gueule. On voit très bien que le nombre d'abeilles sauvages diminue. On voit très bien que le nombre de papillons s'écroule et ainsi de suite. Et on en remet une couche. Non, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Contrairement à ses confrères de droite, le sénateur Europe Écologie Les Verts des Bouches-du-Rhône, Guy Benaroche, s'est prononcé contre le retour de l'acétamipride. C'est une régression totale. C'est la remise en cause de pratiquement de tous les résultats depuis des années de différents acteurs et de différents chercheurs dont les résultats sont reconnus dans différents domaines, y compris celui des pesticides, c'est la remise en cause de tout ça. Si l'insecticide ne tue pas directement les abeilles, il perturbe leur comportement au point d'altérer leur travail de pollinisation. Un constat que ne nie pas Axel Christian, le président de l'Association nationale des producteurs de noisettes. Mais sa filière a besoin de ce produit pour survivre. Sur nos 300-350 producteurs, il y en a quasiment la moitié qui sont proche du dépôt de bilan. On n'est pas plus bête que les autres, on ne va pas traiter nos produits, traiter nos vergers avec des produits non-stop. Si on a une solution, on va dire, naturelle pour lutter contre la punaise, eh bien tant mieux. On aura, mais bon, il sait qu'il faut donner du temps pour trouver cette solution. Et chose que économiquement, nos producteurs aujourd'hui n'ont pas. L'aval du Sénat était une première étape dont se félicitent les producteurs de noisettes. Pour autant, rien n'est encore fait. L'Assemblée nationale devra se prononcer dans les prochaines semaines. Hier matin, rendez-vous vers la zone des étangs de Rassouin, lieu où l'envahisseur a concentré ses forces. Jean-Marc Canéa est animateur du site Natura 2000. Il nous présente l'ennemi à combattre. L'herbe de la pampa, en fait, c'est une plante qui était plantée dans les jardins, ornementale en fait, et qui s'est échappée des jardins, qui se retrouve dans les milieux naturels. Le baccharis, vraisemblablement, ça a une origine plutôt africaine. C'est pareil, ça a été une plante qui a été utilisée pour des raisons ornementales au départ. Voilà. Le problème de ces herbes, c'est qu'elles se développent très rapidement et qu'elles prennent la place des plantes autochtones, en fait, comme la roselière qui est ici. Et en plus, ce sont des plantes qui n'apportent rien à la biodiversité parce qu'en fait, elles ne produisent pas de graines qui sont utilisées par les animaux. Les animaux ne se reproduisent pas à l'intérieur, en fait ça ne présente aucun intérêt. Et en plus elles n'ont pas de prédateurs ni de maladies, donc elles se développent beaucoup mieux que les plantes autochtones. Directeur du cadre de vie à la ville d'Istres, Adrien Geoffroy nous détaille la composition du commando municipal chargé d'éradiquer l'envahisseur. Aujourd'hui, on avait une mini-pelle, un tractopelle, un broyeur et 5-6 personnes qui étaient dédiées à ce coup de poing pour pouvoir œuvrer conjointement. Alors, en fait, c'est la bonne époque pour nous d'intervenir. C'est un peu en ce moment où le niveau d'eau est le plus bas, où les espèces végétales ne sont pas en floraison, donc il n'y a pas de semences ou de dispersion. Et donc, en hiver ou en automne, c'est la période sur laquelle il faut intervenir. Le recours aux seuls engins mécaniques type tractopelle s'explique par le fait que la commune d'Istres se refuse à tout usage de produits phytosanitaires sur l'ensemble de son territoire. Il faut
faut bien sûr lutter contre ça. Et nous, c'est pour ça que nous privilégions les fleurs du Var, comme vous voyez, Horti Sud. Et ce qui permet d'avoir des fleurs de producteurs qui sont récoltées en serre, mais qui sont bien sûr beaucoup plus naturelles, beaucoup moins de transport, beaucoup moins de frigo. Voilà, donc vous avez des belles fleurs fraîches comme je viens de le faire là. Alors je ne sais pas si ça vient de Hollande, d'Espagne ou d'Italie, ces plantes-là, ces fleurs. Parce que j'ai vu qu'il y a la fille d'une fleuriste qui est décédée aussi. Alors ça vous inquiète ? Ben un peu quand même, oui. Un cas dans la France, ça y est, c'est la révolution. Non, voilà, c'est n'importe quoi, ça va faire encore du mal au commerce. Nous, on crée absolument rien, ça fait 30 ans que je manipule les fleurs. 30 ans, il m'est rien arrivé. Hein. Et j'ai mes grands-parents, mes arrière-grands-parents qui étaient fleuristes, il nous est jamais rien arrivé. Alors peut-être qu'il n'y avait pas des insecticides, mais il faudrait voir peut-être les producteurs s'ils sont en danger. Du haut de sa nacelle qui atteint sans problème les branches de pin les plus élevées, Laurent Salmon, muni d'une longue perche, cisaille avec dextérité des nids gros comme des ballons de hand. Directeur technique de Provalp, une société spécialisée, il nous énumère tous les moyens mis en œuvre à Istres pour combattre les chenilles. Donc on a la nacelle, donc là c'est quand les nids apparaissent. Ensuite on a les écopièges, donc on met sur les arbres pour la descente des nids, parce que si jamais il y en a un qui se refait après notre passage, il faut qu'on les capture. Passé ces 2 cycles-là, on attaque le cycle des phéromones, donc on va se reprendre à la reproduction en début d'été. On va installer des bacs à phéromones pour contrarier les mâles. Et ensuite, en fin d'année, on va installer un champignon dans les arbres pour que les femelles qui ont pondu, ces chenilles-là, puissent manger les champignons et ne pas proliférer, en tout cas limiter la prolifération. Donc toutes ces actions communes font qu'on a une diminution importante des nids et une stabilisation plutôt importante maintenue. De gros moyens mis en œuvre avec un coût pour la collectivité, mais, insiste Yves Garcia, adjoint au maire en charge de l'écologie et l'environnement, ce combat de longue haleine est impératif. La chenille processionnaire, aujourd'hui, elle génère des poils, caractère urticant, qui ont des effets désastreux sur l'homme, mais pas que, sur les chiens en particulier, qui ont tendance à les absorber. On n'a pas trouvé de vertu à la chenille processionnaire, bien au contraire. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a un plan d'action qui vise à les éradiquer. On n'y parvient pas parce que malgré les 4 actions que l'on fait, elles ont une capacité de résistance, d'adaptation aussi. Donc il faut être de plus en plus près. Et nous, à Istres, on est sur un cycle permanent. On intervient sur les 4 cycles pour essayer de les capter à chaque fois. Et ça représente un budget important, près de 50 000 € par an. Et pour cette simple opération avec la nacelle, la note est de 8 000 € pour 3 jours. Dans la vétuste maison de la Société communale de chasse d'Istres, Michel Ribes, le président, nous liste les territoires où ils peuvent chasser. Nous, on chasse, on a un morceau de croc du côté de Bayonne, là. Voilà, puis après, on a toutes les collines autour de l'étang de l'Olivier, là. Lui et sa société font tout pour pouvoir concilier la chasse avec la promenade. Lors de leur période, lui et ses compères peuvent chasser uniquement le jeudi, samedi, dimanche et les jours fériés. Une nouvelle restriction serait injuste pour lui. Pour nos chasseurs, qu'on chasse que 5 mois de l'année, si on lève les 2 périodes scolaires de Noël et de Toussaint, donc ça nous lèverait déjà 1 mois de chasse. 1 mois de chasse, c'est énorme sur 5 mois quand même, parce que il faut penser que nos sociétaires quand même payent une carte. D'autant plus que ces chasseurs assurent aussi des missions d'intérêt public. Daniel vient se promener souvent au domaine du Castillon. Une interdiction n'est pas nécessaire selon lui. Je vois pas pourquoi on changerait ça, parce que vu qu'il n'y a plus d'animaux qui puissent faire la sélection naturelle, dont les chasseurs ont leur importance et leur utilité. Pour rappel, la chasse ferme officiellement le 28 février 2025, sauf pour les sangliers dont la période perdure jusqu'à juin. Celle au petit gibier est déjà finie depuis le 10 janvier dernier. Une équipe de 4, une grande plage, un frisbee, tout ce qu'il y a de plus classique, et c'est parti. Le frisbee en compétition demande adresse, physique et un peu de malice. C'est un sport où il faut plonger par terre, il faut courir, très convivial, mixte, il y a vraiment tout pour plaire, tout le monde est copain, donc ça c'est vraiment cool. Et puis sportivement, c'est un sport complet, on court, on saute, on rattrape, il y a de la vision de jeu, il y a de la vision tactique, donc vraiment trop bien. Ici, pas d'arbitre, les joueuses et les joueurs doivent savoir s'accorder. C'est 2 équipes qui vont se changer le disque
Comme un peu au football américain, on part d'un en-but, on se fait des passes successives pour marquer un but adverse. Comme il n'y a pas d'arbitre, chacun dit c'est toi qui as fait la faute et on se corrige mutuellement. Si on n'est pas d'accord, on dit bon, on arrête la discussion, on continue à jouer et à la fin du match, il y a une ronde qui permet de mettre tout le monde d'accord et dire voilà, il y a eu un problème sur le terrain, on en discute entre nous et on met les choses comme au clair. Valeurs sportives et mixité ont convaincu Laura qui s'est retrouvée dans le milieu un peu par hasard il y a déjà plusieurs années. Pour être honnête, à la base, je voulais faire du volleyball parce que j'en ai fait en école. Et je suis allée au forum des associations et j'attendais devant le stand du volleyball. À côté, il y avait le stand de l'Ultimate Frisbee. J'ai attendu 10 minutes et puis finalement, je suis allée au stand de l'Ultimate et ils ont réussi à me recruter. En fait, c'était que, déjà, c'était un sport mixte. Donc, pour les sports collectifs, quand on est une fille, c'est quand même super cool de pouvoir jouer avec ses copains, avec d'autres filles. Après, c'était aussi le fair play, l'état d'esprit du sport qui est vraiment super cool. Et puis l'ambiance, en fait, quand je suis allée aux entraînements, je trouvais l'ambiance super. Le vainqueur engrange des points pour prétendre à la fin de la saison au titre de champion de la Ligue Beach Ultimate 4-4. Ils étaient un millier à vouloir approcher les 3 joueurs marseillais. Certains sont même arrivés 4 heures avant le début de la séance de dédicace. Ils avaient envie que d'une seule chose, approcher leurs idoles. De rencontrer des joueurs comme Amin Gouiri, Ismaël Benasser et Amar Dejic. Gouiri et Benasser, c'est un peu particulier. C'est des internationaux algériens. Donc oui, ça fait énormément plaisir. J'ai hâte qu'ils viennent ici. Tu vois, la queue, c'est incroyable. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'événement que fait l'Olympique de Marseille, c'est vraiment très très bien et félicitations à vous. Obligé, hein. En plus, ils sont arrivés il n'y a pas longtemps. C'est vrai que nous, on vient souvent sans entraînement et ils ne sont pas arrêtés jusque-là. Donc ça fait une belle occasion pour les voir et puis il y a du monde. C'est une passion depuis une trentaine d'années environ et voilà, c'est l'occasion de pouvoir voir les joueurs de près. Je suis venu pour voir les joueurs, pour qu'ils signent mon maillot et pour les voir. Pour les encourager et pour leur montrer tout notre soutien. Après avoir attendu quelques heures, c'est la consécration, même si pour fluidifier la foule, seulement les photos avec les joueurs étaient autorisées et pas de signature de maillot. Certains ont mis du temps à se remettre de leurs émotions. Moi, je vais plus me laver là, c'est bon, il m'a checké. Je vais être à mon prime, merci pour tout. Regardez, je tremble tellement, il m'a serré la main, je panique. Je panique les gars. C'était magnifique, on est venu des Côtes d'Armor, on a fait 10 heures de route pour ça. On est allé au match samedi voir Marseille Saint-Etienne. Et franchement c'est c'est exceptionnel comme ambiance. T'en as pas d'autre ailleurs en France, t'en as pas d'autre. J'ai failli tomber dans les pommes. Franchement c'est incroyable de les voir en vrai et surtout de près. Et quand ils m'ont checké, franchement, waouh. J'ai senti la force de l'Olympique de Marseille. On a attendu pendant un moment, mais on y a réussi. On a eu la signature, la photo, tout ça impeccable. Ça va vite, il y a un peu trop de monde, mais bon, on est content d'être là aujourd'hui, d'être venu les voir. Mais malheureusement, certains supporters présents dans la file n'ont pas pu approcher les 3 joueurs marseillais. Mais Gouiri, Benasser et Dedic sont venus à leur rencontre pour les remercier de leur soutien. Sûrement pour dire merci, les supporters de l'OM sont nombreux à Notre-Dame au lendemain de l'Olympico. Brigitte vient du Touquet. On aime bien aussi venir faire une petite prière, puis c'est un bâtiment tellement magique et tellement joli qu'on aime bien venir ici. Il ne faut pas le laisser s'abîmer, il faut l'entretenir, oui, on est tout à fait d'accord. Alors bien sûr, quand on va venir, ce sera peut-être plus aussi beau parce qu'il y aura des grues, il y aura des bâches, mais il faut passer par là. Beaucoup de touristes sont venus admirer l'édifice. Mohamed vient du Maroc, c'est la 3e fois qu'il vient voir la basilique. C'est très important de donner un autre look à Notre-Dame, de réhabiliter Notre-Dame, de lui donner un agrément pour les touristes, pour le côté religieux. C'est très bien pour les Marseillais et pour les touristes locaux. Geneviève a habité Marseille pendant 13 ans et c'est toujours la même émotion quand elle revient. Que j'arrive sur l'autoroute et que je vois Notre-Dame de la Garde, ça fait chaud au cœur. C'est un très beau lieu qui a une histoire aussi, donc je pense que les Marseillais y sont attachés déjà. Oui, je trouve que c'est bien qu'il y ait des dons de chacun, suivant ses possibilités. Sur ce lieu, qu'est-ce que je préfère ? Le sanctuaire et puis la vue, bien entendu, qui est une vue quand même imprenable sur Marseille. Les travaux de Notre-Dame de la Garde doivent se terminer en décembre.
Les demoiselles de Ponto, comme ont surnommé les 4 géantes de 140 mètres, Jean-François Belligot les connaissait depuis sa naissance, soit 70 ans de coexistence. Ses parents ont même milité contre la création de la centrale au début des années 70. De la terrasse de sa maison face à la mer, il avait une vue imprenable sur les cheminées et pourtant... Moi, personnellement, je suis content de ne plus voir ces cheminées, d'avoir une centrale au gaz qui pollue moins que le fioul. Il y en a d'autres qui diront que ça servait de repère pour les bateaux. Avec aujourd'hui l'électronique qu'on a, on n'a pas besoin de cheminées, on en a assez dans la région. Et ces cheminées, elles ne fonctionnaient plus, donc c'était juste de l'esthétique. Ça vous aurait pas fait plaisir de les voir, mais sans faire de pollution, juste comme déco? Mais en déco de quoi? Moi, la déco, c'est pas une décoration, ça. On dit le patrimoine industriel, on n'en a pas assez, on en a bien de trop. Ça servait plus, on tombe. Et on n'en parlait plus. Sans pitié, le Jean-François. En revanche, son épouse Philomène se montre quant à elle bien plus nostalgique. Je trouve que ça fait partie de notre patrimoine industriel. Je vois ça comme... avant, il y avait des châteaux forts. Maintenant, on a ce paysage. J'ai vu des spectacles de danse dans les 2 premiers blocs. C'était magnifique. Et les cheminées, quand mon mari partait pêcher, j'étais bien contente de me dire, quand il y a du brouillard, il voit le sommet des centrales. Je les trouvais majestueuses. Et selon comme vous les regardiez, on n'en voyait qu'une. On les avait placées d'une façon qui était vraiment architecturalement, on dit, intéressante. En tout cas, comme des stars multiphotographiées et filmées, elles ne sombreront jamais dans l'oubli. Pour les zones de ramassage, n'hésitez pas à aller sur l'esplanade et à monter et aller du côté de Vauban. Avec son mégaphone, la responsable événementielle de l'association Un déchet par jour, Natacha Grimaldi, guide la troupe des volontaires. Le but, c'est de rassembler donc les amoureux de Marseille pour qu'ils déclarent leur flamme à la ville par l'acte de ramasser, parce que finalement, on aime prendre soin de notre ville et quoi de mieux que de lui dire tout notre amour par ce geste. Le site est vraiment magnifique et puis en plus très fréquenté, donc c'est nous permettre aussi de toucher un maximum de personnes qui ne seraient pas forcément intéressées par ce genre d'action. Armés de gants, de longues pinces et de sacs poubelles, les quelques 200 participants s'éparpillent sur les coteaux de la colline de la Garde. Je ramasse des mégots de cigarettes qui ont été jetés autour de la cathédrale Notre-Dame et aussi des débris de verre, donc des bouteilles de bière principalement, là, de ce que je peux observer. Il y en a beaucoup ? Ouais, et ça se répand en milliers d'éclats, donc c'est un travail très minutieux à récupérer. C'est quoi qui vous motive là aujourd'hui ? C'est vraiment de le faire avec ma fille déjà, et puis c'est important de se rendre compte que on ne peut pas jeter les trucs n'importe comment. Parce qu'il y a tout le monde qui en jette par terre et ça, du coup, c'est pas très bien. Du coup, c'est pour ça qu'on les ramasse. Et vous avez trouvé un caleçon ? Oui, il était accroché au grillage. Donc je l'ai pris. Et je cherche un sac pour le mettre. Mais mes collègues doivent avoir des sacs pour mettre ce type de déchets. Bénévole de l'association Un déchet par jour, Younes récupère et trie les déchets ramassés. Donc mes collègues ils font un premier tri des déchets, métal, carton, plastique. Et après ça vient chez nous derrière. On trie derrière par le plastique recyclable et non recyclable. Et après derrière on a la partie bouteille. On fait le compter toutes les bouteilles par marque. Pour cette 9e édition de l'opération Love ta bonne mère, 130 kg de déchets ont été collectés, dont 10 000 mégots. Des fois, il y a les visiteurs très intéressés à l'aspect du design et à l'organisation des espaces. Peut-être qu'ils ont déjà des connaissances d'architecture. Et donc, ils sont vraiment dans le détail, dans la recherche de la lumière, de comment c'était construit en volume. Par contre, les autres, des fois, ils viennent ici pour curiosité, je pense, et ils sont surpris de la modernité qu'à l'époque avait ce lieu. Le toit terrasse, c'est un des endroits plus beaux de la résidence de la Cité radieuse. On a cette impression d'être dans un paquebot, dans le pont d'une croisière aussi. En plus, on la voit, la mer, elle est juste à côté avec les îles du Frioul en face. Et Le Corbusier a mis vraiment ces 2 cheminées à forme un peu organique qui rappellent aussi la nature, le monde marin. Et on a la vue sur Marseille à 360 degrés. Donc, c'est l'endroit le plus beau selon moi. Voilà.
Les cours, c'est un peu l'environnement qui entoure le bâtiment, la lumière, et ça, c'est vraiment un truc que je découvre aujourd'hui. Et certains principes qui, en théorie, par exemple les hauteurs qui sont assez basses, peuvent nous paraître compliqués par rapport à ce qu'on est habitué aujourd'hui, appliquer là, ça change tout, quoi. C'est épuré, et puis c'est bien pensé. Faut quand même se rappeler que ça a été conçu en 47. D'ici, moi j'ai bien aimé l'appartement parce que j'aime bien le design intérieur. Moi je trouve ça pratique parce qu'on n'a pas à descendre dans la rue, à chercher une pharmacie ou une boulangerie, puis après remonter chez soi, on a juste à descendre. Surtout le fait qu'il ait pensé cette ville en hauteur et qu'il y ait à chaque étage en fait aussi bien une école qu'un gymnase, que des commerces et que tout était sur place, et je trouve ça vraiment innovant et vraiment intéressant sur ce type de logement. Ils sont en majorité des seniors, en majorité des femmes, tous réunis autour d'une grande table. Ils examinent avec soin les photocopies des œuvres présélectionnées par les professionnels du musée. Ils devront choisir celles qui feront partie de la nouvelle exposition permanente en mai prochain. Céline Laudin, la directrice des lieux. Le 17 mai, vous allez voir un nouveau musésième. Toutes les salles, du rez-de-chaussée au dernier étage, auront des œuvres pour la plupart inédites ou peu montrées, choisies par la population. On peut tous choisir des œuvres, que l'on ait fait des études d'histoire de l'art ou pas du tout. Chacun a sa sensibilité et nous on a fait une présélection qui permet au public d'être guidé dans ce choix, et je pense que ça va bien se passer. Et parmi les participants, on note la présence de 2 très jeunes femmes. Jade et Linda, 19 ans, sont étudiantes en histoire de l'art, venues spécialement de Rognac et Marseille. Elles ont été enchantées par le concept. Il y avait une dame à côté de nous on a parlé des œuvres parce qu'on avait plus ou moins choisi les mêmes. C'était celle de Félix Diem. Et c'était sympa d'échanger avec elle. Justement, je pense qu'ils ont plus de vécu. C'était vraiment intéressant de voir leur point de vue, justement. On n'avait pas forcément la même vision et du coup, ça a pu apporter d'autres éléments et c'était vraiment hyper bien. Ouais. Justement, je m'étais fait la remarque que, étant à Aix, et je regarde souvent la programmation, des choses comme ça, et j'ai jamais nécessairement remarqué qu'il y avait des ateliers comme ça ouverts comme ici. Et ces 200 œuvres sélectionnées et présentées en mai prochain auront pour thème le voyage. À travers des ateliers interactifs et ludiques, les enfants, dès leur plus jeune âge, pourront se plonger dans l'univers de Paul Cézanne. Mais qui est Paul Cézanne? Écoutez le jeune Roméo, qui est incollable sur le sujet. Cézanne, c'était un peintre né à Aix qui est assez célèbre. Célèbre, oui, car il est considéré comme le père de l'art moderne. Sur ses toiles, Cézanne a peint à plusieurs reprises le motif de la montagne Sainte-Victoire, que l'on peut retrouver d'ailleurs pendant cette exposition à travers différents ateliers. Écoutez la maire d'Aix-en-Provence, Sophie Joissin, qui revient sur cette exposition qui lance l'année Cézanne dans la ville. Cette exposition a ça de bien particulier qu'elle est à hauteur d'enfant et qu'en fait il s'agit d'appréhender à la fois les couleurs, les volumes, les formes et puis en même temps toute la logique de la composition des tableaux. Et je pense qu'à la fin de l'exposition, lorsque les enfants arrivent là-bas, ils ont le petit chapeau avec la petite blouse de peintre et je pense qu'ils se prennent déjà pour des peintres en devenir. Quoi de mieux que de donner la parole aux enfants qui étaient présents hier pour cette inauguration. Ils en ont pris plein les yeux et sont ravis de découvrir tout l'univers du peintre aixois. Je la trouve super intéressante et super captivante. Elle est bien parce qu'il y a des activités pour les petits et les grands. Parce que ça parle de Cézanne et moi j'aime bien Cézanne. Oui, ça me plaît beaucoup parce qu'on a plein de choses à faire et c'est pas ennuyeux parce que c'est fait pour les enfants. On a plein d'activités à faire et c'est vraiment super. Cette exposition a été conçue pour éveiller la curiosité et l'imagination des plus jeunes avec des ateliers de manipulation qui sont adaptés à 2 tranches d'âge différentes, de 3 à 6 ans et de 7 à 12 ans.
C'était super. C'était beau, c'était magnifique. On a passé un agréable moment, c'était génial. C'est magique et puis la mise en ambiance avec la musique, le fait d'être vraiment immergé et de vivre en fait à travers ces toiles et dans ces toiles, c'est juste fantastique. Ouais. Les musiques, le côté immersif, on s'est régalé. C'est une expérience extrêmement intéressante à vivre qui permet peut-être à certains qui ne connaissent pas le musée d'Orsay de tremplin, de mise en route pour justement découvrir le musée. Franchement, j'ai trouvé ça incroyable, c'était vraiment super joli. Moi, je suis une grande fan de Monet, donc pour tous les fans d'artistes qui veulent voir des choses un petit peu plus différentes que des musées habituels, c'est vraiment une super expérience. Avec la musique, c'est très émouvant. De belles fleurs, de beaux voiliers, de beaux paysages, de belles couleurs. Génial! Ça faisait des années que je rêvais de venir voir les carrières de lumière. Je les ai enfin vues, mais j'ai pas vu mon tableau préféré de Monet. Ah, c'était lequel? C'est de la petite fille dans les coquelicots. C'était très chouette à regarder et franchement, c'était très beau. Surtout le fait qu'ils arrivent à mettre les tableaux en mouvement. C'est très agréable, très intéressant à voir. Catherine Frison est la présidente de Tour de Jeu, l'association istréenne qui organise la manifestation. Ce sont des jeux modernes sur table. Bon, ça fait des années que je suis dans le jeu et depuis le Covid, en fait, on a vu vraiment une augmentation justement où les familles ont envie de partager des moments autour de la table. Donc, je trouve que les gens, au contraire, s'intéressent beaucoup plus aux jeux de société et à ce partage, en fait. Il n'y a pas du tout de vieux jeux. Vous n'allez pas trouver de Monopoly, de Bonne Paye. Tout ça, c'est pas du tout. Ça, vous n'avez pas besoin de nous pour le découvrir, en fait, vous le savez déjà. Donc nous, vraiment, notre intérêt, c'est de vous faire découvrir tous ces jeux qui sortent et qui ne sont pas forcément connus. Noélie et Lali, respectivement 22 et 24 ans, découvrent cette année le Festival du jeu et ne regrettent pas le déplacement. On adore les jeux de société, c'est du temps de qualité avec les proches, c'est cool, on est loin des écrans, on travaille, on joue ensemble, donc c'est cool. Donc vous n'êtes pas du tout accro aux écrans ? Non. Si, un peu, mais on varie les plaisirs, on va dire. C'est le côté découverte qui vous plaît ? Ah oui, carrément. Ouais, parce qu'on a plein de jeux, mais on a déjà fait tout le tour chez nous, alors que là, on découvre des trucs et tout, c'est cool. Le fait que ce soit format festival et qu'on puisse vraiment profiter des jeux, c'est trop bien. Enfin, c'est encore mieux que ce que j'espérais, perso. Même enthousiasme de la part de Louane, 11 ans. C'est ma mère qui m'a amenée. L'année dernière, je suis venue déjà. Et les jeux de société, c'est assez bien pour moi. Donc, j'étais d'accord pour venir avec ma mère. Elle m'a pas obligée. Au bout d'un moment, je pense que les gens en ont marre un peu d'être tout seuls derrière leurs écrans et les gens se rendent compte qu'en fait, le partage, c'est ce qui nous égaye et c'est ce qui nous rend un petit peu heureux. La Japan Expo, c'est avant tout un voyage dans l'univers de l'imaginaire pour laisser libre cours à sa fantaisie et surtout pour s'échapper. Franchement, ça fait du bien parce que ça sort un peu de l'environnement de l'école, parce que des fois il est un peu oppressant. Et là, on se dit qu'il y a des gens qui sont comme nous et en vrai, on se sent super mieux. Pour les plus jeunes, il y a aussi l'excitation de rencontrer les nouvelles idoles, non plus du petit, mais du très petit écran. Qu'est-ce que c'est ? Alors moi, je n'y connais rien. Sora, c'est le youtubeur là-bas. Le meilleur youtubeur du monde. Pourquoi ? Déjà, ses vidéos gaming, ça berce mon enfance. Son couple avec Adeline, c'est incroyable, pépite. Vous voyez là ? Bah oui, là-bas. Il est derrière. Ça vous fait quoi de vous retrouver à quelques mètres de lui ? J'ai un peu toutes les émotions. Les parents ne sont pas en reste avec, pour cette édition, une invitée qui sent bon la Madeleine de Proust. Vous allez rencontrer qui là ? Brigitte Lecordier. Mais qui est-ce pour le profane ? Ah, je suis un grand fan de Dragon Ball. Donc comme elle fait le doublage en français de la voix de Sangoku, étant petit, du coup moi j'ai grandi avec elle. Vous allez faire dédicacer votre livre ? Ouais, c'est important. Ouais. Ah bon, pourquoi c'est important ? Parce que c'est une valeur symbolique, c'est toute notre enfance, c'est le meilleur manga de tous les temps. Franchement, merci du fond du cœur d'avoir émerveillé notre enfance. Merci à vous aussi d'être si fidèle, quoi. Dragon Ball, c'est la vie. Ouais, c'est touchant, ça donne une bonne raison de faire ce métier. Quand on est artiste, en fait, on aime partager et puis on aime partager les émotions et on pense que c'est ça qu'on a apporté. Et quand on a ce résultat qui vient à nous, c'est génial.
La doubleuse Brigitte Lecordier qui en a profité pour lancer une alerte contre les dangers de l'IA générative pour sa profession. Les premiers spectateurs qui rentrent en salle, les fans de Jamel Debbouze qui attendent l'acteur, les coulisses de l'avant-première Mercato au cinéma Pathé à Plan de Campagne, avec en prime la présentation, Tristan Seguela, le réalisateur, et le show de Jamel. Petite dédicace à la famille Gawel. Vas-y, petite dédicace à la famille Gawel. Voilà, merci beaucoup Jamel. Il faut que ça sonne comme au Vélodrome ce soir. Bonsoir. Un vrai plaisir d'avoir les salles pleines qui rient, c'est un vrai kiff. Et à chaque fois que tu présentes quoi que ce soit à Marseille, c'est génial. Il y a une ferveur, il y a une envie, il y a la vie à Marseille. C'est particulier, la vérité. Marseille est la plus belle ville du monde. C'était un bon film, c'est Jamel dans un rôle différent. C'est un peu trash quand même au niveau du monde des agents. C'est vrai qu'on ne s'attend pas à Jamel dans ce type de registre et en vérité il a été extraordinaire, il a été très crédible, on ne s'attendait vraiment pas à ça. Il est excellent dans la comédie, le plus difficile c'est de faire rire et dans la dramaturgie il a montré son talent aujourd'hui avec ce film. On ne pensait pas que ça pouvait être autant oppressant comme job en fait. On le voit quand même galérer dans son rôle de coach, on se demande comment il va s'en sortir et je trouve quand même qu'on montre un envers du décor qui est quand même assez violent. Et que c'était un peu, pas une mafia, mais qu'il y avait autant de violence dans ce milieu-là finalement. Et on sait pas que, enfin, j'imaginais pas du tout que ça puisse se passer comme ça dans l'environnement du Mercato en fait. Fort heureusement, c'était pas Marseille. Je pense que ça aurait été encore autre chose. Ça aurait été beaucoup plus compliqué. Vu le film, le Mercato c'est compliqué, et à Marseille ça aurait été encore plus tragique. Vous avez sa vie entre vos mains. Pas un match à championnat ni une saison. Sa vie. Et la mienne avec.